Bonjour à tous, je suis ravie de vous proposer cette nouvelle conversation. Aujourd'hui, j'accueille Élodie Castelin. J'ai accompagné Élodie alors qu'elle était encore étudiante. Perfectionniste et très exigeante avec elle-même, elle terminait alors ses études pour être sage-femme. Anxieuse, la lecture est et a toujours été son antidote. Elle me disait, si je pouvais passer mes journées à lire, ce serait le bonheur. Aujourd'hui, elle est quand même sage-femme libérale et a trouvé la bonne manière d'exercer son activité. Elle a appris à s'écouter, à se respecter, et elle dompte de mieux en mieux son exigence. Mais surtout, la lecture occupe aujourd'hui une grande partie de sa vie. Blogueuse, son compte Instagram attire des aficionados de la lecture. Elle y parle de ses découvertes, de ses ressentis, et partage avec une communauté bienveillante une grande partie de ses expériences de lecture. Elle est également sollicitée par des maisons d'édition et se construit tout doucement une légitimité dans le milieu. Son parcours est inspirant et touchant. Merci Élodie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Élodie, présente-toi et explique-moi un peu qui tu es et ton parcours initial. Alors, j'ai 29 ans, je suis maman d'un jeune garçon de 4 ans et demi et je suis sage-femme depuis maintenant 5 ans, 4 ans et demi, parce que j'ai été sage-femme enceinte de mon fils. Et je suis rentrée dans le médical sans trop me poser de questions. Ça a toujours été une évidence, le médical. Donc, je suis arrivée sage-femme sans vraiment me poser la question de ce que je voulais faire dans la vie. Je savais que je voulais être avec les mamans, je savais que je voulais accompagner et que je voulais partager. Et j'ai fini à l'école de sage-femme et maintenant j'ai ouvert mon cabinet il y a 3 ans et j'aime l'équilibre que j'ai avec mes patientes. Je suis un peu comme une sage-femme de famille, en fait. Je suis les mamans, je suis leurs filles, je suis leurs petites-filles et leurs cousines et c'est ça que j'aime, c'est le côté global de ma profession que je ne retrouvais pas forcément à la fin de mes études et que j'ai retrouvé en montant mon propre cabinet. Alors tu dis que le médical, c'était une évidence. Est-ce que tu as des parents qui viennent de là? Oui, en fait, j'ai baigné dedans toujours. Mon beau-père, qui est une grande figure pour moi et infirmier, il a commencé sur le tard, hein, il a gravi tous les échelons un par un. Ma mère travaillait à l'hôpital en tant que cadre administratif et autour de moi, il y avait énormément de professions médicales. Mon frère est dentiste, ma demi-sœur est, aide-soignante, quoi, voilà, infirmière. C'est dans le médical, donc la question du médical s'est jamais trop posée. Mais la première profession que j'ai évoquée, c'était auxiliaire puère à l'époque. Donc j'étais au collège et en fait, mes parents, ils m'ont toujours poussée à aller au bout de moi et à me faire confiance et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvée en médecine. Parce que je suis passée d'auxiliaire puère à pédiatre et je me suis retrouvée en médecine où là, j'ai été qu'un numéro parmi 2000 personnes et là, on m'a clairement perdue et je me suis dit: «Bah, je ne me vois pas faire toutes mes études à la fac» et de là, je suis passée sur sage-femme, une profession qu'en fait, je connaissais que très peu. Au final, on a la vision de sage-femme «d'accoucheuse» entre guillemets, mais c'est la seule casquette qu'on voit de l'extérieur et en fait, je me rends compte que maintenant, c'est pas tant les mamans que j'accompagne, mais c'est les femmes dans leur globalité et c'est ça que j'aime le plus. Il me semble que là, aujourd'hui, quand on t'entend, tu sembles vraiment accomplie, avoir trouvé ton équilibre avec ce métier de sage-femme, sur la manière dont tu l'exerces aussi aujourd'hui, dans les modalités, puisque je comprends que, effectivement, probablement, quand c'était à l'hôpital, c'était peut-être un peu différent, enfin, que tu aimes ça. Mais je crois savoir aussi que ça n'a pas toujours été le cas. Non, ça a pas toujours Est-ce que été le tu cas. peux nous en parler brièvement? J'ai énormément de mal à mettre des barrières, en fait, entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, ce qui fait que je me suis, perdue, à vouloir en faire trop et à vouloir être, entre guillemets «indispensable». Ça a toujours été le cas, j'ai toujours cherché à être, entre guillemets «indispensable» pour mes parents, à être la petite fille parfaite et c'était la même chose pour sage-femme, c'était la même chose dans ma profession, c'était la même chose dans ma vie de famille. Ce qui fait qu'à un moment, je me suis complètement perdue parce que j'avançais, tête baissée, je fonçais sur une direction qui m'allait pas du tout, où en fait mes envies ne comptaient pas et seule la vision que les autres avaient de moi comptait. Ce qui fait que je me suis perdue en route. Je me suis à un moment relevé la tête en me disant: «Mais
quoi. J'avais l'impression que ma vie était écrasée. J'avais 25 ans, j'étais mariée, j'avais un enfant, j'avais un boulot et je me disais: «Mais en fait, dans 10 ans, ça fera toujours la même chose» et là, je me disais: «Beh, j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie» et de là, ça a enchaîné une petite chute aux enfers parce que, bah, quand on se dit que dans la ligne où on va, ça nous convient pas, on dévie. Sauf que, bah, les chemins de travers sont pas forcément toujours les bons chemins et on tombe pas toujours sur les bonnes personnes. Parce que forcément, quand on doute, je pense qu'on l'envoie et qu'il y a des personnes qui sont pas très bonnes qui viennent récupérer ce doute et viennent, entre guillemets, «l'entretenir» et j'ai un peu vécu, il y a maintenant 2 ans et demi, une belle descente aux enfers qui, maintenant, est plutôt une expérience qu'une descente aux enfers. Mais il y a 2 ans et demi, Mmh. Ouais. c'était la descente et je l'avais déjà vécu enceinte de Simon, mon fils, où là, on en avait déjà discuté, où bah, pareil, mais là, c'était vraiment le côté, ne pas être une bonne mère, ne Mmh. pas être la meilleure mère et j'ai Mmh. toujours ce côté, j'avais toujours ce côté compétition là où il y en a pas au final et j'ai eu beaucoup de mal à trouver cet équilibre et à m'écouter moi et je pense que la lecture, c'est ce qui m'aide aujourd'hui à être, à un moment donné, juste moi. M'écouter moi, Mmh. faire ce que moi j'ai envie. Ouais. Donc, ce qu'on entend, c'est que tu as probablement enfin, c'est pas probablement d'ailleurs, tu as un haut degré d'exigence, tu te noies dans le perfectionnisme, c'est ça? Oui, Tu disais, juste avant, je me nourris du regard des autres, besoin d'avoir, cette reconnaissance en permanence, de ce que tu fais, de ce que tu es, et de pas le faire d'avoir la difficulté à le faire pour toi. Alors après, c'est vrai qu'on entend souvent: «Oui, faut, faut réussir faut pas attendre du regard des autres», et cetera. Bon, en réalité, l'humain, il en a besoin, l'ego en a bah oui, besoin, oui, oui. donc c'est normal. Mais ce que tu me dis, c'est que du coup, tu suivais pas tes envies, mais ce que tu pensais que les autres, voulaient de toi, et donc tu te suradaptais en permanence, c'est ça? C'est ça et la question, par exemple, de la profession, quand on me demandait: «Mais pourquoi tu as fait sage-femme? Pourquoi?» Pour plaire à mes parents, pour Mmh. plaire aux gens, à mon entourage. Quoi, je me suis jamais posée en me disant: «Tu veux faire quoi de ta vie?» Jamais, Mmh. ça m'est jamais arrivé et c'est vrai que ça m'a fait un moment peur où je me suis dit: «Mais je me suis engagée dans une vie qui me correspond pas» et j'avais l'impression vraiment d'être bloquée, en fait, dans cette case et de suivre la vie telle que, elle m'était tracée et ne pas faire mes propres choix. Mmh. Mais en réalité, visiblement, d'après ce que tu me dis là, on parlera de l'autre activité, juste après. Mais finalement, dans le métier de sage-femme tel que tu l'exerces aujourd'hui, ça te correspond, si je comprends bien? Oui, ça me correspond et j'ai appris à m'écouter, ce qui était pas le cas il y a 2 ans et demi. Il y a des Mmh. choses que je ne veux plus faire au cabinet, que maintenant j'ai accepté de ne plus faire, de refuser. Alors c'est pas toujours facile, je l'ai eu encore hier. C'est pas facile de refuser de faire un acte, parce qu'on se sent pas à l'aise à le faire et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, ça qui a été très dur pour moi, cette pression de me dire: «Mince, faut pas que tu te loupes» et du regard même des patients, des collègues, de se dire: «Bah, non, en fait, ça, cet acte-là, je ne le fais pas et maintenant je suis droite dans mes bottes». Alors c'est toujours compliqué de dire: «Bah, non, je suis désolée, je le fais pas», mais je suis ma ligne de conduite et je me suis encore posé la question récemment de me dire: «Mais est-ce que tu referais pas, cet acte-là?» Mais non, en fait, non, je garde ma ligne de conduite. Je sais que moi, pour mon équilibre, pour mon bien-être, c'est quelque chose que je ne souhaite plus faire et je pense que ça, il y a 3 ans, j'aurais dit oui et je serais allée au boulot, la boule au ventre. Mmh. Ouais, d'accord. Donc en fait, hem, l'environnement, ce qui est le cas de tout le monde, hein, finalement, ton environnement, l'endroit où tu as été élevé, tes parents, ton contexte de vie t'a mené, vers le métier de sage-femme tout doucement. Donc au départ, tu avais quand même identifié que tu avais envie plutôt, parce qu'il y a plein de façons d'exercer, dans le corps médical, mais en tout cas, tu avais identifié que tu voulais plutôt travailler avec les mamans, plutôt, peut-être, accompagner l'accouchement a priori, je sais pas. Tout doucement, tu as avancé là-dessus, et avec la pression positive de tes parents qui t'ont, challengée à viser plus haut, bah, tu es plutôt partie vers, sage-femme plutôt que vers, auxiliaire puériculture.
Et puis tu y es arrivée, mais effectivement, il me semble que dans tes études, c'était aussi compliqué parce que beaucoup de pression, tu pensais que tu n'allais pas y arriver. Et en plus, il me semble que tu es arrivée, mais haut la main, non? Ouais, ça a toujours été, j'ai toujours été, voilà, fallait que ça soit parfait. Je révisais des heures entières. C'est bête à dire, mais il fallait que je sois la meilleure. Alors Mm. qu'il n'y avait aucun, quoi, dans la promo, une promo de sage-femme, on est 35, hein. Il n'y a pas cette compétition de savoir qui est le premier, qui est le deuxième. Mais dans ma tête, même si ça m'apportait rien, il fallait que je sois la meilleure. Et quand j'ai su que j'étais enceinte de Simon en janvier et que le diplôme, c'était début juillet, je me suis dit non, mais en fait, je veux mon diplôme le même jour que tout le monde. C'est-à-dire que je ne me laissais même pas une marge d'une semaine pour un arrêt maladie ou quoi que ce soit. C'était non. Quoi, ça, direct, ça a été je le veux ce jour-là. Et j'ai réussi, mais à un prix que je ne suis pas sûre de repayer à l'heure actuelle, qui est que je n'ai pas du tout profité de ma grossesse. Clairement, ça a été Beaucoup de à pression. cacher le plus. Quoi. Voilà, ça ne se voyait pas. J'étais diplômée avec ma blouse, ça ne se voyait toujours pas que j'étais enceinte et j'étais à 7 mois. Ouais. Donc là, tu as ce recul-là maintenant. Simon, il a quel âge? 4 ans et demi. 4 ans et demi, donc tu as ce recul aujourd'hui. Donc tu as eu cette période difficile à ce moment-là, encore après, au moment où tu as commencé à exercer, parce que on y reviendra après, mais parce que tu n'exerçais pas le métier comme toi, tu as besoin de l'exercer pour être à ta place et sereine et en t'écoutant. Comment tu gères ce perfectionnisme aujourd'hui? Ça reste compliqué. Je le gère mieux, mais par exemple, une grossesse, c'est un truc qui m'effraie. Ça reste et pour l'instant, je ne suis pas prête à lâcher prise sur ça et c'est quelque chose qui m'effraie. Après, j'essaye de prendre du recul. C'est pas si simple, c'est pas évident tous les jours, mais je pense que ma famille et ma belle famille ont bien compris, en fait, ce côté, perfectionniste que j'ai et me remettent aussi un peu les pendules à l'heure en me disant: «Mais ça changera rien, en fait». Ça changera rien à l'heure actuelle que tu sois, 1re, 2e, que, ton cabinet, il soit ouvert 4 jours, 5 jours. Ça changera rien sur l'amour qu'on a pour toi. En fait, c'est là où moi je l'entendais pas. On me le disait, hein, sûrement, mais je l'entendais pas. J'avais pas assez évolué pour ça, pour entendre que c'est pas la réussite qui faisait l'amour des gens autour de moi. Oh, c'est mignon. Donc, ce que tu me dis, c'est que ton entourage est un pilier, une ressource pour lorsque tu pars dans ton travers, il te ramène un peu, il t'accompagne pour te permettre de lâcher un peu la grappe, quoi. C'est ça et j'ai encore plein de cas concrets qui sont récents. Après, je suis très bien accompagnée là où je suis, même d'un point de vue amical et professionnel de santé et là, mercredi, j'ai postulé pour un poste, en fait, en complément de mon poste en libéral. Sauf que c'était clairement avoir les yeux plus gros que la tête et partir sur des semaines de 50 heures avec un employeur qui était assez strict parce que, au final, ça restait du territorial, donc avec des horaires fixes et là où j'avais peur qu'on me dise: «Bah, non mais Élodie, si, vas-y», tout le monde m'a dit: «Mais non, c'est tout, c'est pas vert, c'est OK. Ça correspondrait pas à ta vie, ça correspondrait pas à ton équilibre, c'est tout, on arrête» et là où j'avais peur, en fait, de leur dire: j'ai envie de refuser», c'est eux qui m'ont dit: «Non, mais non, tu refuses. C'est pas tu forces à dire oui pour faire plaisir, c'est non, tu refuses» et c'est là où je retrouve où j'ai un équilibre. C'est vraiment lié aux gens qui m'entourent et je pense aussi que je suis très bien accompagnée d'un point de vue professionnel de santé, ce qui m'aide aussi. Super. OK, donc tu as tes garde-fous aujourd'hui, tu as cette conscience aujourd'hui et ton expérience de vie qui te permet de te dire: «Bon là, il se passe un truc», j'imagine que tu sens dans ton corps. Oui, tu dors moins bien. Mais en fait, maintenant, je pars du principe qu'il y a rien de définitif. Chose que je n'avais pas avant. Pour moi, c'est alors j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions et c'est encore le cas, mais pour moi, une décision était définitive. Maintenant, je pars du principe tout passe tout le temps et quand ça va pas, ça passera. Je suis dans le creux de la vague, mais c'est pour remonter et les coups de mou, c'est pour voir quand on est dans le haut parce que, quand on est toujours en haut de la vague, on s'en rend pas compte. Et Oh là là, j'adore ce que tu dis. et de ce fait-là, combien de fois je peux me dire: «OK, bon, je suis dans le creux de la vague, c'est une journée sans,
mais c'est pour montrer que demain, il y aura du soleil et Mmh. je Mmh. serai en haut de la vague et j'avance comme ça. Alors c'est des petits pas, mais c'est des petits pas qui, moi, sont énormes et je pense que toi qui me suis depuis, bientôt 10 ans, tu sais à quel point c'est pas une phase que je lisais facilement il y a ne serait-ce que 4 ans. C'est clair, ouais. Ouais, mais moi j'observe, hein, je le dis, parce que je trouve que c'est important, j'observe que les personnes qui ont vécu des moments difficiles sont aussi celles qui savent profiter intensément des choses positives, qui ont vraiment conscience, aussi, qui vivent intensément les choses quelque part. C'est souvent d'ailleurs, c'est quand, on perd quelque chose qu'on prend conscience de sa valeur et du coup d'avoir ce recul-là, permet vraiment de profiter en fait, peut-être plus intensément, de goûter au bonheur plus intensément que la plupart des gens en fait. C'est ce que j'ai pu observer, après avoir accompagné un certain nombre de personnes. OK, donc on comprend que tu choisis cette voie, pour comme la plupart des gens parce que, c'est une voie enfin en tout cas il y a pas de feu rouge pendant voilà, ça c'est au vert, ça t'avance, en plus tu y mets du tien, tu bosses, tu travailles, et donc tu y arrives, avec beaucoup de pression mais tu y arrives et tu y arrives très bien. Et puis, petit à petit, tu, déconstruis un peu ce que tu penses être, la sage-femme qu'il faut être, tu t'écoutes, de plus en plus, tu adaptes du coup ta façon de travailler pour que ça te corresponde, c'est ça? Ouais. Jusqu'à trouver, ton équilibre, en tout cas là-dessus. Mais il y a pas que ça. Non, et mon équilibre, j'ai pas trouvé que comme ça. Ouais. Alors moi, je me souviens très bien, que lorsqu'effectivement, on échangeait et que tu étais dans une phase plutôt down, que tu me disais: «Si je pouvais, je lirais toute la journée». Ouais. Je me souviens que c'était ton moment d'évasion, c'était ta bulle d'oxygène, ta ressource et aujourd'hui, tu en as fait quelque chose de chouette. Vas-y, explique-nous. Ouais, j'ai eu une grosse période down il y a 2 ans et demi et en fait, j'avais déjà créé une page Instagram où je n'avais rien mis du tout. Je l'ai créée, je pense, il y a 4 ans. Je n'avais rien mis du tout et il y a, 2 ans, je me dis: «Mais lance-toi» et je commence à publier sur Instagram des avis littéraires, montés avec des photos pas spécialement, travaillées et un avis assez simple, en fait. Pour moi, c'était, un truc juste pour moi et je me rends compte que, sur Instagram, il y a une communauté, qu'on appelle Bookstagram, qui est une communauté littéraire très, très vaste et que, au final, je retrouve des gens qui ont le même ressenti que moi et que, la lecture, qui est quand même quelque chose qui est très individuel à la base, en devient une passion commune où on partage et l'engouement prend et je me prends au jeu de lire encore plus pour publier encore plus d'avis et mon compte Instagram, commence à décoller tranquillement et les auteurs répondent, les maisons d'édition répondent, les gens autour répondent et là, je me rends compte, que, les choses ont fonctionné parce que je l'ai fait de façon naturelle, sans Mmh. chercher en fait à obtenir ce compte que j'ai à l'heure actuellement, sans chercher à obtenir des likes ou avoir des followers, sans même en fait, j'ai créé ce compte sans attendre parce que je ne savais même pas que ça existait, je savais même pas qu'on pouvait envoyer des livres gratuitement à des personnes pour les chroniquer. C'est un truc que je ne connaissais absolument pas. J'y allais Mmh. à l'aveugle, quoi. L'édition, c'est un truc qui m'intéresse, mais que je ne connaissais pas. Mmh. Pour moi, voilà, on écrivait un livre, il y avait une maison d'édition, c'est un monde qui était fermé. Ça restait là et en fait, pas du tout et j'ai trouvé, sur Instagram un équilibre à un moment de ma vie où clairement c'était très compliqué de me lever et de me dire: «Bon, je continue ma vie dans la foulée», où j'avais encore ce côté où j'avais pas trouvé mon équilibre. Quand je l'ai créé, là, j'ai trouvé un équilibre parce qu'il y a ça à côté. Mmh. Demain, on me l'enlève, je pense que mon équilibre professionnel n'y est plus. Mmh. Qu'est-ce que du coup, ça t'apporte, donc parce que la lecture, ça a toujours été depuis longtemps, une ressource pour toi, quelque chose que tu fais pour toi qui t'apporte de la satisfaction. Est-ce que dis-moi, hein, est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir cette passion, ça a du sens? Ça apporte quelque chose à d'autres?
que c'est pas individuel, que tu permets de partager des choses, que ça a un retour. Est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça prend une ampleur différente ou explique-nous. Ah oui, oui, il y a le fait que ça soit voilà, il y a des échanges sans cesse. C'est vrai qu'autour de moi, il y a des «lectures de plage» entre guillemets, mais il y a personne qui lit de façon, continue à côté de moi, avec qui je peux échanger des livres, avec qui je peux échanger mon avis. Hem, Autour de moi, on va lire le dernier Virginie Grimaldi, des romans que je conseille par exemple, mais ce côté échange est moins présent parce que c'est plus moi qui vais échanger que la personne qui va venir vers moi. Que sur Instagram, je me suis retrouvée à lire des choses que je ne lisais pas du tout, à communiquer avec des personnes que je ne connaissais pas, qui ne me connaissaient pas et qui pourtant, partageaient la même passion que moi et pouvaient avoir une critique aussi sur un livre. On pouvait avoir une discussion autour d'une même lecture et c'est Mmh. quelque chose que moi je n'avais pas dans mon quotidien. C'était vraiment quelque chose de très individualiste où je me disais: «Bah, en fait, je suis toute seule sur ma lecture et en fait, je les vis beaucoup plus intensément, sachant que je vais les partager avec quelqu'un». Je Mmh. cherche à poser des mots sur ce que je ressens, sur ce que je vis, sur pourquoi il m'a plu ou pourquoi il m'a pas plu et même le style de mes lectures a complètement changé. Je me suis ouverte à des lectures sur lesquelles je serais jamais allée, sans Instagram. D'accord. Est-ce que, du coup, l'exercice que tu es, amenée à faire en partageant ton ressenti sur un livre, sur Insta, c'est une forme d'introspection, j'imagine, puisque ça fait appel à je verbalise mes émotions, je fais un parallèle peut-être avec ma propre vie, enfin, je sais pas exactement, tu vois? Est-ce qu'en complément, ça te donne une meilleure connaissance de toi, un meilleur décryptage de toi? Est-ce que ça fait partie des choses positives de cet, exercice Ah nouveau ou oui. pas? Oui, oui, parce qu'il y a des lectures qui vont correspondre à un moment et pas à un autre moment et ça, je m'en rends compte où, à un moment donné où je vais me dire: «Je suis pas dans un bon mood», mais ça correspond à la lecture que j'ai à l'heure actuelle ou vraiment où je me dis: «Ben, non, là, écoute-toi, qu'est-ce que tu as besoin à l'heure actuelle?» et je me souviens de l'année dernière où j'ai lu un livre qui m'a mais mis dans un état où clairement je me suis mise à pleurer pendant une semaine et à refaire des crises d'angoisse et où là, je me suis dit: «Non, mais il va falloir que tu t'écoutes pour choisir tes lectures. Parce que en fait, moi, je voyage à travers un livre. Heu, c'est comme si c'était moi le personnage principal. Je voyage à travers les années, à travers les pays, à travers les échanges, à travers les sentiments, les émotions. Sauf que, bah, il y a des émotions sur lesquelles je suis pas prête encore à vivre et d'autres où je serai sûrement jamais prête et c'est vrai que de ce fait-là, se dire en regardant la couverture d'un livre, le titre ou la quatrième, non, ça, je sais que ça va potentiellement, moi, me mettre mal à l'aise. Ça fait que j'apprends à me connaître et aussi à me dire à un moment donné: «Non, là, j'arrête ma lecture parce que c'est parce que ça va pas m'apporter de positif, j'arrête». Ah oui, à mettre des limites là-dedans aussi, du coup. Ouais. Tu apprends à mettre des limites, à te connaître et à t'affirmer aussi d'une certaine Ah manière oui, oui, aussi. oui, mais c'est vrai que le livre l'année dernière, c'est un livre qui a en plus, été très en vogue, qui avait des très, très bonnes critiques, qui est allé, à être adapté au cinéma. Vraiment, quand moi j'ai donné mon avis en me disant: «Mais non, ce livre, moi, c'est pas possible». Ouais, je prenais position pour le coup et c'est la Mmh. première fois que je prenais une position aussi, que je prenais position sur un livre qui était adoré partout et où moi je me disais: «Mais non, c'est pas possible, c'est pas Ouais, possible». ouais. Intéressant, intéressant. Donc, il y a, au travers des lectures, de toute façon, on apprend toujours sur nous, c'est vrai, c'est sûr. Mais là, du coup, l'exercice, supplémentaire qui est d'écrire et de se positionner et de traverser probablement des émotions et de les verbaliser, ouais, j'imagine que ça crée aussi quelque chose de ça apporte quelque chose d'autre. Ça fait peut-être partie aussi des éléments qui font qu'aujourd'hui tu te sens équilibré au travers de cet exercice et après, au-delà de ça, il y a, la possibilité, l'ouverture de partager ça avec d'autres humains qui partagent, la même passion que toi, qui sont, intéressés par ton regard, et avec lesquels tu peux avoir des débats, avec lesquels tu peux découvrir d'autres lectures que tu aurais pas découvert. Donc là, ça t'ouvre le champ des possibles, ça sort de ton ça te permet d'ouvrir et de découvrir d'autres choses, quoi, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Je sors de ma zone de confort, maintenant beaucoup plus fréquemment. On fait, ce qu'on appelle des lectures communes où en fait on a le même livre à lire sur une durée par exemple de 5 jours. Donc moi j'en organise une par mois où, en gros on a 80-90 pages à lire par jour et tous les soirs on débriefe un peu et il y a des livres que jamais j'aurais pu continuer à lire sans avoir le soutien des personnes qui ne me connaissent pas. Ouais, Mmh. c'est là où je trouve ça complètement fou, c'est que c'est des personnes qui me connaissent pas et au final, vont prendre le temps de prendre de tes nouvelles quand, tu as pas posté, quand ils vont voir par exemple en story que je fais beaucoup de stories, chose que je serais incapable de faire. Je me sens vois pas parler devant un public et au final, je m'expose en story sur un compte qui a quasi maintenant, 2 000 abonnés. Mmh. Jamais, je me serais imaginé faire ça il y a 2 ans et c'est vrai que le fait d'avoir du soutien sur une lecture parce que par exemple mon mari, des fois il me regarde, je suis en train de pleurer devant un livre, il me dit: «Mais pourquoi tu pleures pour un livre, quoi? C'est pas possible» et je lui dis: «Mais j'arrive pas à arrêter» et le fait d'avoir quelqu'un en face qui dit: «Non mais moi aussi j'ai pleuré, moi aussi j'ai eu la boule au ventre, j'ai voulu fermer les yeux pour pas voir les images» et bah, c'est vachement, ça aide à aller dans d'autres lieux, dans d'autres années, quoi. Par exemple, l'année des guerres, jamais j'y serais allée toute seule. Mmh. Parce que, bah, pour moi, c'était pas possible de le vivre toute seule, sauf qu'en fait, je le vis pas toute seule, je le vis accompagnée de merveilleuses personnes qui sont sur Instagram et qui, quoi, l'année dernière, pour mon anniversaire, j'avais reçu des colis de livres de personnes que je ne connaissais pas. Et ce passage de virtuel à réel se fait comme si on se connaissait, depuis toujours. Enfin, Ouais. c'est impressionnant, mais même avec les auteurs, en fait, je me rends compte que, les auteurs, souvent, quand ils écrivent des livres, c'est, qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de lâcher ce qu'ils ont aussi, hein. Mmh. C'est, heu rarement des personnes, qui sont, bien dans leur tête tout le temps, qui sont épanouies. Ils écrivent pour, lâcher des émotions, pour partager et je me rends compte que même eux, en fait, discuter avec quelqu'un qui a ce même ressenti, qui a ressenti des vibrations, des émotions en lisant leur livre, je trouve que c'est un échange qui est, très qui apprend énormément sur la vie, de se Mmh. dire: «Bah oui, en fait, souvent les livres, ils partent de vécus, d'expériences vécues et je trouve ça, ouais, ce partage, cet échange, je trouve ça assez formidable. Ouais, finalement, c'est très intime, mais c'est très universel, en fait, en réalité Ouais. et du coup, grâce à Insta, ce que tu me dis, c'est que tu constates que j'ai une larme qui coule parce que je j'ai la gorge serrée qui j'ai besoin de tousser. Attends, je reprends après. Donc je disais, attends, je bois un coup aussi, on coupera. Sur la tasse Astérix. Donc ouais, je disais que du coup, c'est, très intime ce qui est écrit, mais finalement ça c'est très universel, on se rend compte qu'effectivement, au travers des livres qu'on lit, on se retrouve forcément à chaque fois dans le personnage et là, en plus, du coup, aujourd'hui, maintenant, grâce à, ce que tu as mis en place avec Instagram, bah, tu peux partager, ton statut de lectrice avec d'autres et te sentir appartenir aussi à un groupe. Tu ressens de l'amour aussi, enfin, tu Mmh. vois, l'amour, de la reconnaissance, des et ça t'a permis de trouver ce fameux équilibre. Alors comment tu fais aujourd'hui pour, manager tout ça? Est-ce que tu as un enfant? Tu as ta profession libérale de sage-femme? Tu as ces livres à lire et tu as ce contenu à suivre? Parce que bon, pour avoir un peu tenté moi de développer Insta, bon je galère, hein, c'est super long, c'est pas forcément alors tu l'as fait, tu as pas cherché à le faire donc c'est probablement Oui. la clé du succès. Mais, comment tu fais pour faire tout ça? Hem, souvent, en fait, je pars du principe qu'une fois que Simon est couché, une fois que mon fils est couché déjà, c'est juste pour moi. Je regarde pas la télé. J'ai arrêté de regarder un écran juste pour regarder un écran. Souvent le soir, je mettais la télé et en fait, je regardais le film sans vraiment être attirée. C'était plus: «Il y a quoi ce soir à la télé? Je prends ça». Maintenant, je pars du principe, s'il y a pas un truc qui vraiment m'attire, de toute façon, je vais chercher mon livre. Donc le soir, j'ai 1 heure et demie où je ne fais quasi que ça Mmh mh. et j'ai toujours un livre, toujours.
J'en ai un au cabinet, j'en ai un dans ma voiture, j'ai un rendez-vous médical, j'ai un livre. Voilà, après j'ai la facilité de savoir lire quasi partout et par tous les bruits. Voilà, mon mari est un fan de jeux vidéo et pour le coup, nos 2 passions se sont plutôt liées puisque, bah, on est dans le canapé, il joue à son jeu vidéo, je lis. Alors ce qui aurait pu déranger un couple en se disant: «Mais on partage pas», mais en fait, si on partage notre passion parce qu'on a réussi à trouver notre équilibre, de se dire: «Bah, c'est OK en fait, on est ensemble dans la même pièce, mais on développe tous les 2 nos passions» et on se dit pas le soir: «Bon, bah, on est tous les 2 devant la télé», alors qu'il y a aucun des 2 qui a envie de regarder la télé, juste pour être ensemble à faire la même chose. En fait, on est ensemble à faire chacun notre passion et c'est vrai Donc que ça vous écoutez. c'est ça. Et donc déjà, il y a cet équilibre de couple qui fait que c'est beaucoup plus simple. J'ai pas un mari qui me reproche d'être trop dans le nez dans mon livre, par exemple. Ça aide aussi. Hem, Il soutient même. ah oui, 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 il me soutient, je suis allée au salon du livre de Nancy en septembre et c'était un gros stress pour moi parce que, bah, partir en train toute seule, face à du monde, c'était un truc qui me stressait énormément et il m'a dit: «Non mais tu y vas, maintenant c'est fait». Bon, il m'a mis un coup de pied au cul, il m'a dit: «Mais tu y vas, clairement, et c'est voilà, il me suit sur Instagram, heu et je sais qu'il regarde mes photos et des fois il me dit: «Bah, celle-là, elle est moins belle que les autres». Voilà, il me soutient et à un moment, j'ai beaucoup parlé de partir sur YouTube parce que je parle beaucoup. Je me suis trouvé cette passion de parler beaucoup sur les livres et il m'avait dit: «Mais vas-y et moi je fais le montage. Lance-toi et moi je fais les montages». Je ne l'ai pas fait parce que je sais que potentiellement un montage d'un vlog prend facilement 2 heures par semaine et que je voulais pas en fait être derrière lui et lui dire: «Non mais si, il faut faire comme ça». Enfin voilà, pour le coup là, ça s'entremêlait trop, mais il me soutient et au départ quand je l'ai fait, c'était le seul au courant. Et que je le disais pas autour de moi parce que ce que j'aimais, c'était le fait d'être anonyme. Quand il y a des gens qui ont commencé à me suivre que je connaissais et ben, je me suis retrouvée à me dire, je fais les stories, je les fais pas, ouais, voilà, j'ai commencé à me mettre des barrières, à me dire: «Bah, non, mais les gens, ils me connaissent, ils peuvent me juger, en fait» et ça s'est estompé un peu et je pense que ça s'est estompé, grâce à la reconnaissance. Alors c'est pas quelque chose que je cherchais quand j'y suis arrivée, heu, mais par contre, c'est quelque chose que je trouve à l'heure actuelle. Il y a vraiment eu un déclic en fait en janvier où j'ai eu, la chance d'avoir, beaucoup de maisons d'édition qui m'ont fait confiance et c'est vrai que de recevoir un livre dans sa boîte aux lettres qui est pas encore sorti avec un mot de l'auteur, bah, c'est vachement gratifiant. Ouais. Ouais, Mmh. ça tu as vraiment la reconnaissance, de la vie que tu poses, sur les livres, ce que tu crées, des professionnels aujourd'hui reconnaissent. Donc, là, tu es passée à un stade au-dessus, c'est-à-dire que c'est plus une communauté sur Insta, donc ce qui était déjà pas mal, hein, c'est même déjà ouais. Aujourd'hui, ça a beaucoup de valeur, hein. Mais en plus, là, tu as la reconnaissance et le regard de professionnel. Donc ça t'a aidé à accepter qu'on puisse, quoi d'ailleurs? C'est quoi? Tu avais peur du jugement? Tu avais peur qu'on dise quoi? Bah, que j'étais pas légitime, D'accord. que je m'affichais un peu sur les réseaux sociaux. Influenceur, c'est devenu, entre guillemets «le métier à la vogue». Alors moi, j'ai jamais voulu être influenceuse et encore moins mais quoi, voilà, c'est toujours pas mon souhait. Mais voilà, j'avais peur de ce jugement, de se dire: «Bah, elle s'affiche sur Instagram parce qu'elle veut devenir influenceuse». Un peu comme toutes ces personnes qui créent des comptes, Ouais. à chercher partenariat. Comme moi, voilà, encore une fois, je l'ai fait sans attendre de retour. Je l'ai fait pour le partage et le partage s'est fait dans l'autre sens où moi, j'ai eu des retours et mais c'est vrai d'avoir quelqu'un que je connaissais, j'avais vraiment peur de ce jugement, Ouais, de je comprends. réseaux sociaux et je Mmh. me livre aussi, parce que sur Instagram, je pense que les alors la moitié des personnes qui me suivent savent dire le nom de mon fils. Pourtant, Mmh. il n'apparaît jamais. Ça, c'est un truc, Mmh. Simon, on le connaît, des fois, il veut faire des stories avec maman, donc il est à côté, on voit ses mains, mais par contre, il sait que son visage ne doit pas apparaître. Mmh. Je ne veux pas que mon quoi, voilà. On a fait le choix avec mon mari à sa naissance qu'il n'apparaisse pas sur aucun réseau social et c'est la même chose. Mmh. Voilà, ça a beau, être super mignon et potentiellement entraîner plus de likes, on le voit bien sur les posts où il y a des enfants. Moi, mon fils, son visage, je ne veux pas qu'il apparaisse. Mmh. Ouais. On est d'accord. Tu as une Mais ligne par contre, directrice, tu y bien tiens, sûr. tu as un cadre, ouais, sur lequel tu es intransigeante. Bah, c'est le Mmh. seul parce que Benoît, mon mari, il peut apparaître sur des photos, là, par exemple, pour son anniversaire. Heu,
C'est marrant, c'est que tout le monde m'envoie des messages, quoi. Même avant de mettre la photo, j'avais déjà des messages pour mon mari et c'est vrai que je me livre un peu plus facilement. Là, le rendez-vous de mercredi qui m'a stressée, bah, j'ai maintenant des copines, des amies qui sont d'Instagram, qui m'ont envoyé des messages le matin. Bah, voilà, il y a un vrai lien qui s'est tissé et je pense que c'est une passion qui fait que le lien peut se tisser parce qu'on est obligé de parler de ses sentiments. Mmh. On ne peut pas Ouais. décrire un livre de façon factuelle en disant, bah, il fait 350 pages, il y a 4 personnages principaux et non, on est obligé de mettre du soi, on est obligé de se livrer sur un livre et je pense que c'est ça qui fait la facilité des liens. C'est qu'on Mmh. s'accroche parce que, ben, on se livre, on est, un livre ouvert et Mmh. quand je parle de livre, je suis un livre ouvert. Mmh. Donc tu nous dis, tu lis le soir, donc là où la plupart des Français effectivement peuvent se mettre derrière un écran, donc ça te laisse, 1 heure et demie, chaque jour, que finalement les moments de pause et off, que ce soit dans une salle d'attente ou autre, tu vas, te saisir d'un livre. Donc ça te permet, d'avoir du contenu à «apporter» entre guillemets, j'imagine, puis d'assouvir ta passion surtout. C'est ça le premier sujet finalement? Parce que Ah oui, c'est c'est ça, moi en fait, je me dis pas: «Faut que je lise ce livre-là parce que j'ai pas posté depuis 2 jours». J en fait, alors pour le coup, le contenu des réseaux, je suis pas tout le monde est très organisé souvent sur Bookstagram, ils ont des plannings de lecture, ils ont des horaires de poste, ils ont tout est très réglé. Moi, c'est pas du tout réglé. Je prends le livre que j'ai envie de lire à tel moment. Alors là, un peu moins avec les maisons d'édition quand on me fait confiance et qu'on m'envoie un livre avant sa sortie, je pars du principe qu'il faut que je l'ai lu pour sa sortie. mmh, mmh, C'est une marque de respect aussi. Alors quand c'est trop juste, bah, c'est trop juste, mais voilà, là pour le coup, il y a une marque de respect, mais par contre, c'est tout. Je peux pas publier pendant 3 jours parce que c'est un week-end en amoureux. Je vais pas dire: «Bah non, en fait, les réseaux, ils passent avant». Non, pas du tout. Si je touche pas un livre, parce que cette soirée-là, on avait un truc, parce qu'on avait un anniversaire, parce que bah, c'est pas grave. En fait, ma vie de famille, ma vie sociale n'est pas à défaut de la lecture. Je elle reste couple les prioritaire, ouais. Mmh. C'est ça. Je couple assez les 2. J'ai besoin de lire pour mon équilibre. Je sais que, voilà, si je lis pas un chapitre avant de dormir, bah, ma tête, elle cogite trop. Mmh. Ça me permet de vider et de me coucher et en fait, souvent, je me rends compte que je m'endors en me réfléchissant à comment je vais tourner une chronique, quelle photo je vais faire ou ce que je vais dire en story. Mmh. C'est là où j'ai trouvé un peu plus mon équilibre de me dire, bah, quand je me couche, je me demande pas, en fait, demain, comment ça va se passer avec telle patiente ou qu'est-ce que j'aurais dû faire avec telle ou telle patiente, comment j'aurais dû c'est là où je pense que j'ai trouvé mon équilibre, c'est que, Mmh. bah, ça me vide la tête et je vis d'autres vies. Je Ouais. d'autres vies à travers je voyage et ma lecture a changé, je lis quasi plus de développement personnel Mmh. Mmh. parce que c'est pas ce que je cherche. Moi, ce que Mmh. je cherche, c'est à vivre d'autres choses et À pas t'évader, à rêver, ouais. alors un peu de temps en temps, oui, mais c'est clairement pas ce que je lis le plus et moi, j'aime bien les personnes un peu écorchées vives, j'aime bien ceux qui ont vécu des trucs et je pars et en effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que quand on a vécu des trucs assez compliqués dans nos vies et qu'on se remet en question tôt. Quoi, moi, c'est ce que je me dis, je suis tombée «jeune», entre guillemets, j'ai dû me relever très vite, mais c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, j'ai aussi travaillé sur ce que j'avais envie et je me dis pas à 50 ans: «Mince, j'ai passé la moitié de ma vie à côté Mmh. de mes baskets». Là, je me dis: «Bah oui, il y a des années où ils ont été très, très compliqués, mais ce qui me permet à l'heure d'aujourd'hui de travailler sur moi, de travailler sur mes sentiments, sur comment je les exprime, sur mes angoisses» parce que, bah, on va pas se mentir, j'en ai encore, hein, j'en ai encore, plus fréquent par période, mais c'est vrai que j'ai trouvé cet équilibre et je pense que la lecture aide aussi à trouver cet équilibre et Mmh. à voir que les écorchés vifs de la vie, sont pas voués à être malheureux toute leur vie. Ouais. Ouais, mais ce que tu dis, c'est une grande partie, entre guillemets, «de la guérison». C'est que quand on a un côté perfectionniste, on peut avoir tendance à attendre de la vie d'être constamment en haut, en fait, tu vois? Et du coup, chaque moment bas, on le regarde comme étant un problème, comme étant pas normal, comme étant, voilà. Et en fait, ça crée de la difficulté sur la difficulté quelque part, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, pour, aller dans ce que tu racontes,
dans les thérapies de groupe, on observe que 40% de la guérison est liée au groupe. Pourquoi? Tout simplement parce que je me retrouve entourée de personnes qui vivent les mêmes choses que moi. Et donc, je considère moins que j'ai un problème, puisque d'autres l'ont. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'accepte un peu plus, finalement, de traverser ça, de vivre ça. Finalement, quand quand on est angoissé, c'est pas évident parce que c'est assez aversif, mais dans un premier temps, ce qui est compliqué, c'est qu'on va chercher à chasser l'angoisse, on considère que c'est pas normal, voilà, et en fait, ça va la renforcer, entre guillemets. Alors que finalement, quand on commence à prendre du recul et à considérer que ça fait partie de la vie, qu'on en a et que c'est OK, en fait, on commence à être un peu plus en paix, entre guillemets, avec ça. Donc, ce que tu me dis, c'est que au travers des lectures que tu as, tu te rends compte finalement que les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, toute la panoplie des émotions qu'on traverse, tous les humains les traversent, entre guillemets, et au travers des lectures, tu peux accéder à ça, et ça te permet d'accepter un peu mieux et de surfer un peu plus sur les tiennes, finalement, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je me rends compte que beaucoup d'électeurs sont. Alors, moi, je ne me définis pas comme hypersensible parce que j'ai pas envie de me mettre dans une case, mais il y a beaucoup de lecteurs qui se définissent comme hypersensibles. Et je pense que oui, en effet, je pense qu'il faut être à l'écoute de son corps et c'est ce qui se passe quand on se met dans une case d'hypersensibilité. Mais c'est ce qu'il faut faire aussi dans le livre parce que si on n'est pas dans l'histoire, si on ne ressent pas les émotions, en effet, on va lire le livre sans intérêt. Et je pense que c'est là où je retrouve des personnes qui peuvent avoir les mêmes angoisses que moi parce que, en effet, pour lire un livre et pour ressentir les émotions, il faut s'écouter et il faut écouter l'émotion qui arrive. Et par exemple, le livre que j'ai pas du tout apprécié l'année dernière, c'était En attendant dans le jungle. Alors, je sais pas si tu as entendu parler avec Virginie Ouais. Despentes. Et en fait, moi, ce livre, il m'a mis dans un effroi total où je me retrouve face à une femme bipolaire et pour tout le monde, c'est la joie. Et moi, je me disais: «Mais c'est pas la joie, en fait, c'est une maladie, c'est quoi, faut arrêter de». Dans ma tête, je me disais: «On peut pas mettre ce livre sur un piédestal parce qu'en gros, être bipolaire, ça veut dire être heureuse». Et il y avait une telle projection sur moi que, clairement, j'ai clairement sombré et ça a été un livre qui m'a engendré un tel panel d'émotions. Et après, bon, je dirais pas la fin ici, mais la fin est clairement une de mes pires angoisses. Et en fait, j'ai déchanté et je me suis écroulée totalement. Et c'est là où un livre, en fait, ça vient casser un peu au fur et à mesure ma carapace et me permettre de ressentir des émotions, que je m'oblige à pas ressentir ou à aller vers, des sentiments où je vais pas aller. C'est vrai que, par exemple, les livres sur les maladies psychiatriques, j'y vais très rarement parce que ça me fait peur et que j'ai pas envie de ressentir ces émotions. J'ai pas envie de me mettre à la place de ces personnes. Mais au fur et à mesure, j'apprends à travailler et j'apprends aussi à me sortir de certaines cases. Ça a pas toujours été simple pour moi. Je me mettais Ouais, je facilement comprends. dans une case où j'avais pas le droit d'évoluer la lecture, je trouve et ça me le prouve, même si je me fie pas aux chiffres, mais les chiffres prouvent que de toute façon j'évolue. Parce qu'entre mon compte il y a 2 ans, il y a 1 an et là, on n'est plus du tout sur la même dimension et j'ai plus du tout le même contenu à faire, quoi. Même si c'est pas un travail, hein, pour moi, je le fais avec plaisir et voilà, mais je me cache moins de le faire. Je me sens plus légitime à donner mon avis en gardant toujours le respect parce que, un roman, c'est quand même une année de travail pour un auteur. C'est beaucoup pour eux, c'est aussi beaucoup de lâcher prise, donc je le fais toujours avec respect, mais je m'autorise à des fois dire: «Bah non, moi celui-là, c'est pas passé pour telle ou telle raison». Alors je les dénigre pas, mais je me trouve une légitimité que je trouvais pas avant. Super. Donc là, tu as cette activité de sage-femme que tu fais à ta manière, à ton rythme, d'après ce que je comprends, avec de temps en temps ton perfectionnisme qui peut te jouer des tours et faire que tu envisages de faire plus, d'après ce que je comprends et c'est intéressant. Et qu'après je recule en me disant: «Non, tu ne fais pas plus Et parce que ça après, va quel est ton équilibre?» grâce aussi à tes proches et grâce à la connaissance de toi et grâce à tout ce que tu as vécu, tu arrives à rétro-pédaler, à accepter ça et à être fière de ça, j'imagine aussi? Tu as dû être fière de savoir dire non, là? Alors je t'avoue que le mail du non est parti il y a 1 heure, donc voilà. Non,
En fait, le poste, c'était d'un point de vue financier. Clairement, Mmh. c'était vraiment ça, c'était d'un point de vue financier et je me suis rendu compte que mon équilibre valait plus Mmh. que de l'argent. Mmh. Parce que alors on va pas se mentir, hein, lire, c'est une passion qui coûte cher. On a beau dire non, si, c'est une passion qui coûte très, très cher et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit: «Bah, ouais, mais en fait, travailler plus», bah, quand tu es à ton compte, tu sais très bien que travailler plus, ça veut pas dire gagner plus parce qu'il faut Mmh. qu'il y ait du monde, en fait, derrière. Moi, je peux ouvrir, si j'ai personne, ça changera rien. Mais je me suis dit: «Gagner plus pour faire quoi? Pas aller chercher son fils à l'école, pas profiter de lui les moments où je suis avec lui parce que là, je pourrais plus être avec lui et en même temps, bah, plus avoir ce temps-là pour moi, pour ma lecture, pour faire les photos, créer du contenu, faire, mes avis». Parce que, bah, mine de rien, c'est vrai que ça prend du temps, même si, heu, même si moi, je m'en rends pas spécialement compte parce que je le fais au fur et à mesure des choses, mais ça prend du temps quand même. Mmh. C'est vrai que sur mes jours de repos, souvent, je me dis: «Bah, je vais me mettre dans mon canapé et je vais lire pendant, toute la matinée» et je relève la tête, il est midi et je me dis: «Bon, ben, en fait, j'ai fait mon ménage, mes courses, et j'ai fait en fait, mon contenu d'Instagram» et c'est OK et en Mmh. fait, j'aurais pu trouver cet équilibre-là et le jeu n'en valait pas la chandelle. Mmh. En fait, le confort financier passe après mon confort de vie et d'équilibre et je pense qu'en effet, c'est mon équilibre et je pense que tous les proches qui sont autour de moi, le savent Mmh. maintenant et me l'ont fait comprendre en disant: «Bah non, tout n'est pas over, bah c'est tout» et c'est vrai que pour le coup, j'avais rien à perdre, hein, parce que Mmh. c'était le plus. Je Mmh. t'avoue que voilà, le mail, il y a toujours le jugement qui repasse par-dessus en me disant: «Bah, qu'est-ce qu'elle va penser?» Bah, c'est même elle, elle m'a dit: «Mais vous vous rendez compte quand même que d'un point de vue timing, ça va être compliqué». Oui, en fait, ça va être compliqué, je m'en rends compte, mais je suis sortie en me disant: «De toute façon, c'est pas possible». Mmh. Ouais, super. Hem, donc là, tu es dans une situation, où tu sais, t'écouter, où tu as tes outils pour t'écouter, tes outils étant tes proches en partie, tes ressentis, ton expérience. Hem, donc le métier de sage-femme plus, cette passion, qui commence à se professionnaliser. C'est quoi, la lettre au Père Noël pour la suite? Vivre de la lecture. Clairement, Mmh. ça serait, alors je vivrai jamais d'Instagram, ça j'en ai conscience et voilà, il y a 2 Françaises qui vivent d'être chroniqueuses littéraires sur Instagram. Donc voilà, je sais que c'est pas quelque chose, qui est possible. Je sais aussi que je m'y suis mis tard. On le voit bien, là, il y a énormément de comptes qui se sont développés comme moi il y a 2-3 ans. Mais j'aimerais beaucoup, soit rentrer dans l'édition, soit, ouvrir un salon de thé-librairie. Parce que j'aime beaucoup parler des livres, j'aime beaucoup, quand quelqu'un me dit: «Bah, j'ai lu ton livre, il m'a fait ressentir ça ou ça», voilà, guider quelqu'un sur la lecture parce que vu que j'ai, augmenté mon panel de genres, forcément c'est plus simple. Ça serait ça. Sur du court terme, ça serait, devenir lectrice Charleston. Il y a une maison d'édition que j'ai découvert grâce à Instagram, bah, qui est une maison d'édition, qui, tous les ans prennent 20 personnes, ouais, 20 personnes des réseaux sociaux et ces 20 personnes vont avoir tous les livres en avant-première et ils vont en fait donner des critiques qui vont être écrits sur les livres D'accord. et voilà. Ça, c'est vraiment pour moi le goal, je ne vais pas dire de cette année parce que forcément c'est, 1 fois par an donc Mmh. on vient 1 fois par an. L'année dernière, je crois qu'on était 2 000 à participer. Mmh Donc mh. mais ça serait vraiment, clairement, c'est l'objectif, surtout que c'est une maison d'édition qui suit mes envies puisque, je me rends compte que si je suis devenue sage-femme, c'est pas tant pour les bébés, mais pour, les mamans et pour le côté un peu féministe et j'aime beaucoup ces histoires de femmes fortes, de femmes qui ont fait changer les conditions humaines, qui ont bougé pour le droit de vote des femmes, pour l'avortement et c'est des choses qui me portent et c'est une lignée, éditoriale qui est tirée sur ça. Donc, ça serait ça le plus gros, là, sur le court terme, mais je sais très bien que quand on partira d'ici et que je fermerai mon cabinet, je fermerai ma carrière de sage-femme. Mmh. Le Voilà, je sais que maintenant, contrairement à ce que j'ai pensé il y a 2 ans, ma vie elle est pas tracée. Mmh. Ma vie elle est pas tracée et les choses peuvent bouger, même si je garde toujours en tête que l'édition, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de très fermé, mais
mais voilà, mes proches le savent, mon mari le sait et voilà, alors ça le fait rire forcément, j'ai bac+5, il dit: «Elle veut ouvrir un salon de thé». Oui, forcément, mais voilà, il sait aussi que c'est ma passion et je sais aussi que quand je le ferai, c'est pas quand ma vie de famille passera en second, mais quand Simon aura moins besoin de moi. Mmh. Parce que forcément, quand tu ouvres un commerce, ça a rien à voir avec ouvrir, Mmh. une maison médicale. Mmh. Là, les horaires, c'est plus la même chose, mais j'ai amené mon fils dans ma passion. Mmh. Ah Ça, oui. pour le coup, Simon, il lit tout le temps, il s'endort avec un livre tous les jours. Voilà, et et sur Instagram, c'est vrai que c'est marrant, c'est que souvent il dit: «Les copines, elles pensent quoi?» En Mmh. parlant d'Instagram. Donc je l'ai amené dans ma passion des livres. Alors je lisais des histoires à Simon, il avait 1 mois, Mmh. mais il est, voilà, on va à la médiathèque ensemble, quand je reçois des livres, c'est lui qui ouvre les colis parce qu'il veut voir le livre, s'il est beau, s'il est pas beau, il me pique mes marque-pages. Voilà, je l'ai mis, un peu dans la boucle et j'espère qu'il gardera, toujours cette passion. Bah, on lui a donné tous les 2 nos passions, hein. Il est autant attiré sur les jeux vidéo, que sur les livres. Ce qui nous permet de partager des moments ensemble. C'est Mmh. vrai que le salon du livre de Nancy, ils m'ont rejoint à un moment donné et on est allés sur le stand enfant pour, qu'il rencontre des dessinateurs, des illustrateurs qui lui ont fait des Mmh. illustrations. Mais c'est vrai que là, j'aimerais, ouais, lectrice Charleston, ça serait le gros plus et bah, passer l'étape des salons du livre plus sereinement et surtout les salons du livre parisiens. Parce que là, c'est toujours pas Élodie la stressée revient et Mmh. c'est vrai que, voilà, le métro, du monde. Là, je vais à Bondues, par exemple, le 18 Ah ouais? mars, au salon du livre à Bondues, ouais et Ah bah, écoute, tu peux passer à mon bureau. bah, donc et Mmh. j'emmène de ce fait-là, j'emmène du monde dans la foulée parce que je vais partager ça avec, la famille et ça, c'est super cool de se dire que, bah, j'emmène ma belle-mère avec moi et que je vais lui faire vivre un peu, bah, ma parenthèse enchantée, Mmh. et même si elle me suit sur les réseaux, elle a pas cet engouement, ce lien qu'on crée entre auteurs et entre bookstagrammeurs entre Mmh. guillemets, elle, c'est pas perceptible. C'est vrai que des fois, Mmh. elle me dit: «Bah, elles t'ont envoyé des cartes?» Voilà, on s'envoie des petits cadeaux, on s'envoie des cartes et là, je pense que de partager avec elle ce moment, ça va être un chouette moment à vivre. Ouais, génial, génial. Je rétropédale par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant, mais faudrait que le 18 mars, je regarderai mon agenda après pour voir, comment je peux, peut-être, te faire un petit coucou à ce moment-là. Mais ce que tu disais, je trouve ça intéressant de le pointer, c'est que bon, la première chose, c'est que je sais que ma ligne est plus tracée et effectivement, c'est vrai qu'on a, notre cerveau qui aime bien la certitude, un plan bien ficelé et cetera. Il aime ça, mais en même temps, c'est hyper angoissant, tu sais, je trouve, souvent je dis ça à mes clients, je dis: «Mais, attendez, hein, vous signez pas juste votre sang jusqu'à la fin de vos jours pour faire ce que vous allez faire, quoi». C'est flippant de se dire, moi je aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de me dire que dans 20 ans, je ferai encore la même chose. Ça me fait flipper, tu vois? Mais quelque part, je pense que pour les générations précédentes, c'était un peu ça le deal, en fait. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça, nous, maintenant, on a cette possibilité de se dire qu'on va pas rester toute notre vie dans la même entreprise, dans le même boulot et je pense que c'est vachement gratifiant de se dire, beh, tout est possible et on peut changer de voie à tout moment et tu en es la preuve avec toutes les personnes que tu suis. Les reconversions professionnelles, c'est assez fréquent et le pire, c'est que moi, je l'ai dans mon exemple de famille puisque mon beau-père a été boulanger-pâtissier et qu'il est devenu infirmier à l'heure actuelle. Mmh. Donc, il a passé par, des pans de profession qui étaient pas du tout les mêmes et j'avais l'exemple sous mes yeux et pourtant, bah, moi, mes 25 ans, je l'ai vécu en mode: «Bon, bah, voilà, quoi. Ma vie, elle est tracée, j'ai un enfant, je suis mariée». Alors c'était pas négatif du tout, mais par rapport aux amis que j'avais de mon âge, déjà, j'étais la première maman, heu, puis j'avais l'impression que les choses étaient tracées et ça m'allait pas, en fait Mmh. et Mmh. et le fait que tout bouge tout le temps, alors oui, ça peut faire flipper parce qu'on se dit: «Bah, on ne sait pas dans un an où on sera», mais c'est aussi ça le bonheur, c'est de se dire dans un an, bah, quand on va se lever, on n'aura pas les mêmes envies, on vivra pas la même vie et heureusement qu'on va pas vivre pendant 80 ans les mêmes journées, Les mêmes les émotions, c'est ça. les mêmes, ouais, 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 tout à fait. Là où peut-être ça peut, convenir à des personnes, il y a des personnes qui vont avoir besoin de ça et qui vont être,
bien là-dedans, mais c'est vrai que ça correspond pas à tout le monde. Et puis surtout, toi, je pense que tu avais, autre chose à vivre, très certainement, qui a généré cet inconfort à ce moment-là. Donc il y a ça que tu as soulevé et je trouve ça intéressant de le relever et autre chose, tu as évoqué aussi l'impermanence des choses, c'est-à-dire que tu nous disais: «Ben, aujourd'hui, potentiellement, l'équilibre ce que je suis en train de construire, ça convient à notre équilibre familial avec Simon, avec Benoît, donc voilà, c'est très bien et je sais que dans quelque temps, la situation aura évolué, Simon sera plus grand, il y aura des choses qui auront changé et à ce moment-là, je pourrais mettre en place d'autres choses. C'est-à-dire, tu vois, c'est ça et à ce moment-là, ça sera plus facile et cetera. Mais tu as, identifié que, chaque chose en son temps, quoi, qu'il faut, pas vouloir courir plusieurs lèvres à la fois et s'en rajouter trop, quoi, quelque part. Et profiter de l'instant aussi. Alors des fois, j'ai un peu peur, par exemple, quand je vois ma bibliothèque où je me dis j'ai 200 livres, si cette passion, elle me passe d'un coup, je vais faire quoi? Et en fait, après, je me dis, mais avance en fait. Mmh. Avance, c'est ta Mmh. passion. Je vois pas pourquoi elle s'arrêterait. Et puis même si elle diminue pendant 1 ou 2 mois parce qu'il y a autre chose qui vient se mettre en place, c'est OK. En fait, Mmh. maintenant, je suis plus dans le c'est OK. Mmh. Et j'y suis aussi plus avec mon fils et je pense que ça nous aide à vivre les choses, ensemble. C'est vrai que quand on a monté la bibliothèque, je le revois tout émerveillé de dire: «Oh, waouh, on a une grande bibliothèque!» Pourtant, c'est mes livres qui sont dedans. Mmh. Mais, puis même de lui avoir donné, ouais, cette passion, pour moi, c'était important et j'espère que, en effet, si je viens à réussir à ouvrir ma boutique ou à être dans l'édition, pouvoir lui faire partager ça aussi. Parce que, bah, Mmh. en effet, il aime venir avec moi dans les librairies, il aime aller avec moi dans les médiathèques, dans les bibliothèques. Voilà, il aime aussi être dans les livres et je pense que pour son équilibre aussi, voilà, il a trouvé aussi cet équilibre où, bah, le soir, il a besoin aussi d'avoir son Mmh. livre pour s'endormir et Mmh. c'est une punition de ne pas lui en lire. C'est Mmh. vrai que, bah, quand on lui dit: «Bah, non, Simon, il y aura pas d'histoire», pour lui, c'est vraiment une punition. Mmh. Tout comme moi, on me dirait: «Non, mais aujourd'hui, tu as interdiction d'ouvrir un livre», ça serait une punition. Mmh. Et c'est Mmh. vrai que de ce côté-là, et c'est pour ça que je me dis l'équilibre familial, il évolue toujours et il changera toujours et c'est ça qui est bien, c'est que même s'il y a un deuxième, ben, les choses seront différentes et Simon sera différent et puis, bah, si on change de profession, que ça soit moi ou Benoît, bah, c'est OK et on retrouvera un équilibre qui correspondra à cet instant-là. Mais c'est Mmh. vrai que là, j'ai l'impression de trouver de plus en plus mon équilibre et de m'écouter aussi plus. Là, le salon du livre de Bondues, bah, je me suis dit: «Bah, OK, je remonte dans le Nord, c'est OK, bah, je verrai pas Simon sur le samedi, mais il va passer du temps avec son grand-père, il est heureux de le faire. Je suis heureuse aussi de passer du temps avec ma belle-mère. Je serais aussi très heureuse si elle décidait de pas venir, hein, de vivre Mmh. ce moment, de vivre ces échanges et je culpabilise moins Mmh. de me dire: «Je prends du temps pour moi». Mmh. Mais ça a démarré par des, demi-heures à lire, puis 1 heure à lire, puis des fois à dire: «Bah, non, là, j'ai envie de lire. Moi, j'ai pas trop envie de regarder la télé, de» voilà. Mais à côté de ça, je sais aussi couper. Quand on va au cinéma, bah, on coupe, en fait. Mmh. C'est un moment à 3 différent et je pense Mmh. qu'on a tous les 3 trouvé cet équilibre qui nous correspond plutôt bien et qui, pour l'instant, correspond à la vie qu'on mène à l'heure Mmh. actuelle. Génial. Est-ce qu'il y aurait des choses qu'on n'aurait pas évoquées que tu aimerais, transmettre? D'y croire, je pense qu'il faut y croire, se lancer. Heu, j'ai toujours eu peur de louper ma vie et en fait, je me rends compte que d'avoir peur de louper sa vie, c'est déjà une étape pour être à côté de ses pompes. En fait, il y a rien qui nous retient de se lancer. Si on est bien entouré et j'ai surtout appris que maintenant je pouvais aussi, j'avais pas besoin des autres pour évoluer et pour avancer. Mmh. Je sais me rendre heureuse toute seule. Je m'appuie plus sur les autres comme j'ai pu le faire et bah, j'ai plus peur de me retrouver, seule une journée Mmh. parce que je sais ce qui peut me faire du bien, je sais, comment, gérer telle ou telle angoisse et je pense que la lecture y a contribué parce que justement, j'aspire à avoir des fois ces moments seuls Mmh. Tout à et je fait. pense que là, c'est là où je me rends compte que, ben, les gens qui sont autour, c'est du plus. Ils m'élèvent, ils m'aident, mais ils me portent pas Mmh. et je pense que pour l'équilibre d'une famille, c'est ce qui est le plus important, je suis
Simon, il m'a beaucoup aidée, j'ai vécu une renaissance quand j'ai accouché de mon fils, mais il me porte pas à bout de bras. Parce que souvent penser que c'était, que si j'étais là à l'heure actuelle, c'était grâce à lui et pour lui, oui, il m'importe, oui, c'est, le moteur de ma vie et le soleil de ma vie, mais je le laisserai, s'envoler quand il aura envie de s'envoler parce que je saurais être heureuse sans mon fils qui, tous les matins, me dit: «Maman, faut se lever» et je pense que le plus important, c'est de se dire que, quoi qu'il arrive, ben, on est heureux seul et notre entourage, on leur apporte le meilleur bonheur parce que le but, c'est pas qu'ils nous soulèvent, c'est pas qu'ils nous portent. Mmh. On se soulève ensemble. Non, c'est chouette ce que tu dis. Alors je peux pas, faire autrement que de te demander, quels sont les livres que tu nous conseilles de lire, tu vois? C'est quoi tes alors j'imagine que te poser la question à toi, c'est super dur. Il y en a probablement plein, mais voilà, si tu devais en conseiller, 1, 2, 3, ce seraient lesquels? Attends, je regarde ce que j'ai parce que je suis sûre, je vais couper, je vais dire: «J'aurais dû dire celui-là». Hem, un livre que alors moi, j'aime beaucoup les livres qui commencent par des deuils. Mmh. Ça fait partie de mes livres entre guillemets, préférés. Donc il y a PS I Love You qui est sorti Mmh. aussi en film. Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Pont. Alors Karen Pont, c'était ma prof de droit. Alors C'est j'ai vrai? commencé à lire ses romans parce que c'était ma prof de droit et maintenant elle a aussi, atteint son rêve de devenir romancière à plein temps D'accord. Alors et tu as promis, j'ai pas entendu. tu as promis que tu vivrais pour moi Oh, et après, Tout le bleu du ciel de Mélissa Dacosta. ouais. C'est, clairement un des, après Julien Sandrel, quoi, moi je suis très, très fan. Je trouve qu'on a énormément de chance en France parce qu'on a des, auteurs et des autrices qui sont fabuleux. Julien Sandrel, il mène, les émotions à la baguette. Là, son premier roman, La Chambre des merveilles, sort au cinéma avec Alexandra Lamy et je trouve que c'est un auteur, là, je suis en train de lire justement son dernier. Je trouve que c'est un auteur formidable. Julien Rampin qui est à la base un chroniqueur, un blogueur littéraire, pareil, a fait son rêve de devenir, auteur. Donc des auteurs français sans hésiter, des auteurs et des autrices françaises, je trouve qu'ils ils manient la vie, et les sentiments, de façon, impressionnante. Mmh. Et d'ailleurs, tu écris? Pas du tout, Pas du tout. pas du tout. Alors moi, j'ai jamais été très bonne en français, hein. J'ai quand même fait des études scientifiques du début à la fin. Je suis très, très mauvaise en français. Écrire les chroniques et ne pas faire de fautes, c'est très, très compliqué pour moi. Je les fais corriger quand même. J'ai ma famille qui m'entoure. Je n'écris pas du tout et j'ai pas le souhait d'écrire. D'accord. Je OK. préfère beaucoup plus chroniquer un livre à l'oral qu'à l'écrit et c'est pour ça que je m'étais tournée sur YouTube qui reste dans ma tête quand même, toujours Une cible. une cible. Mais, j'ai pas là, à l'heure actuelle, j'ai pas les capacités pour faire le montage et pour faire la perfection que je voudrais. Je serai toujours trop exigeante pour l'instant, mais, non, les auteurs français sans hésiter, mais oui, Tout le bleu du ciel de Mélissa Dacosta, et lequel m'a fait pleurer récemment? Ah, je sais plus, il y en a plein. Si jamais, après coup, tu souhaites, il y en a un qui te vient et tu dis: «Ah non, mais c'est celui-là», tu fais-le moi savoir, je le mettrai, dans les notes du podcast, Mmh. pour que les personnes puissent le retrouver. Écoute Oliady, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, pour, tout ce partage. Ce qui est intéressant dans ton expérience, je sentais que c'est ce qu'on allait pouvoir, traverser ensemble, mais, c'est que, en fait, c'est toute ta croissance, toute ta liberté trouvée, en fait, ces 10 dernières années, au travers de toutes ces expériences, que tu nous as partagées, toutes ces prises de conscience que tu nous as partagées, qui te permet aujourd'hui d'être là où tu es
et il me semble d'avoir trouvé un équilibre, mais que tu sais, qu'il faut en permanence, réajuster en fait, hein, Ah oui, oui, c'est et puis là, voilà, c'est vrai que le fait de recevoir plus de livres, je lis plus et c'est un équilibre que j'essaye de trouver différemment. Mais à côté de ça, je veux me remettre, par exemple, à courir, donc c'est un autre équilibre à trouver, quoi. mmh, Mais par exemple, je l'ai trouvé, j'y vais avec Simon. Il me suit mmh, en vélo et mmh, jamais, quoi, jamais, il y a un mois, jamais je t'aurais dit: «Bah, j'emmène Simon courir», et il me mmh, suit en vélo. mmh, Mais quand on l'a fait, j'ai adoré ça et c'est mmh, un équilibre que j'ai trouvé parce que, ben, je passe du moment avec mon fils, des moments de qualité et c'est vrai que maintenant je privilégie les moments de qualité à la juste présence, mmh, qui est j pour moi moins importante et c'est vrai que j'ai envie de vivre des choses, fortes avec les gens que j'aime. mmh, Mais je trouve ma liberté en effet dans Instagram et je pense que c'est pour ça aussi que ça fonctionne, c'est que je suis authentique. mmh, Je me cache mmh, pas derrière des faux trucs et aussi j'ai ce côté où j'ai pas envie de faire une story tous les jours en disant: «Ça va pas, il y a ça», quoi, pessimiste. Pourtant je suis une grande pessimiste de base et en fait, quand moi je le vois des fois je me dis: «Mais c'est quoi l'intérêt?» et ça m'oblige aussi à voir le bon côté des choses, mmh, à avoir mon côté optimiste qui revient en disant: «Oui, bah, aujourd'hui ça va moins bien mais c'est pas grave, c'est OK». mmh, Et à positiver sur le positif. C'est vrai qu'hier, j'ai reçu un mail comme quoi c'était OK, j'allais recevoir un livre que j'attends avec impatience d'une maison d'édition que j'adore et bah, forcément, ça a été il y a mon cœur qui a fait mmh, des bonds et m moi, petite fille, j'ai eu envie de sauter, dans mon cabinet et c'est ça mmh, qui est fou, en fait, c'est que j'ai l'impression que c'est Noël tous les jours et je trouve ça fabuleux. mmh. Ah, c'est chouette. Merci beaucoup Élodie. Ah, merci à toi de m'avoir accompagnée toutes ces années et de continuer, hein. Merci Elodie pour ce beau partage, cette belle conversation et ce témoignage. Je pense que tu as dû inspirer beaucoup des auditeurs. Alors maintenant, je vous propose de la suivre sur la bibliothèque d'Elo sur Instagram. Vous pourrez partager avec elle et je vous remercie par avance de partager, liker, commenter l'épisode. Ça m'encourage, ça m'aide à continuer. Avec C'est en vous, révélez-vous!